Avant de donner la parole à Franck, je voulais d'abord vous remercier d'être présent. Pour nous, c'est le premier Enoscope qu'on lance. Donc, on est vraiment ravis de pouvoir le faire sur cette thématique, une thématique qui est fortement d'actualité, hein, comme vous avez pu le voir, avec la pression sur les prix des carburants. L'électrification, ça devient un vrai enjeu et pour plusieurs raisons, hein, économiques et fiscales, mais aussi environnementales. Donc, on a souhaité mettre en place ce petit temps de 45 minutes sur le temps de votre pause déjeuner, voilà, pour pouvoir en discuter. Je voudrais remercier Franck, hein, qui inaugure ce premier rendez-vous. Vous allez voir, Franck, c'est un expert de l'électrification. Donc, vous allez avoir déjà beaucoup d'infos et il répondra aux questions en fin de séance. Euh, Moi, ce que je voulais vous dire, c'est vous présenter un peu la filière Normandie Énergie. Donc, nous, on est vraiment la filière de l'efficacité et du mix énergétique normand. Donc, on regroupe 300 adhérents qui sont sur tous les secteurs de l'énergie. Le nucléaire, les énergies renouvelables, mais aussi on parle nouveaux usages, évidemment pétrole et gaz, même si c'est un peu moins actif chez nous, évidemment. Donc nous, ce qu'on veut, et on veut vraiment rassembler les acteurs de la décarbonation normand. Et donc pour ça, on accompagne nos adhérents, on les met en valeur, on essaye de promouvoir les activités au service de la croissance de la région normande. Donc, effectivement, parmi nos adhérents, on a des spécialistes et des experts de l'électrification, notamment des fabricants de bornes ou des installateurs de bornes. Donc, là, Franck va déjà vous parler de beaucoup de choses. Il pourra également vous proposer éventuellement un accompagnement. Après, si vous le souhaitez, euh, on vous enverra des informations en fin de séance. Mais voilà, sans plus attendre, je pense que je vais lui passer la parole. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil. Euh, et peut-être là, le temps que Franck commence, histoire de faire connaissance. Moi, je vous invite à mettre dans le fil de la conversation peut-être vos prénoms, votre activité et peut-être votre département pour qu'on sache un peu où vous êtes, ou votre ville, ce que vous préférez. Et puis voilà, ça permet de faire un peu connaissance et de connaître un peu vos ambitions. Et vous avez en haut, vous devez voir la petite icône questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On n'y répondra pas dans le film, mais tout de suite après la présentation de Franck, on répondra à toutes vos questions. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et Franck, c'est à toi. Merci beaucoup, Émilie. Donc, je vais me présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je suis Franck Martin, je suis ingénieur en R&D électronique. Je suis aujourd'hui consultant indépendant, expert des infrastructures de charge pour véhicules électriques. J'ai travaillé initialement ma carrière dans l'automobile chez Renault, puis chez plusieurs équipementiers automobiles, dont Valeo. Puis j'ai migré dans la location de véhicules, en particulier sur l'autopartage, donc un sujet d'innovation il y a quelques années. Et puis enfin, depuis 2020, j'ai migré vers la mobilité électrique. Chez Total Energy, je me suis occupé de développer des bornes de charge de faible puissance et de sourcer des bornes de charge de plus forte puissance pour le groupe. Et depuis que je suis consultant indépendant, ben, je travaille pour plusieurs clients. Actuellement, je travaille pour Vinci dans une entité qui déploie des solutions de recharge pour les bus électriques. Donc, c'est un sujet plutôt dépôt de bus publics. Donc, mes services actuellement en tant que consultant, donc, c'est de proposer mes services sur les solutions d'électromobilité, comme par exemple pour Vinci. Mais je fais aussi du conseil à l'électrification et au déploiement de bornes de charge pour les entreprises. Au besoin, je fais également de la formation. Je donne la semaine prochaine une formation dans une école d'ingénieurs qui s'appelle IFP Énergie Nouvelle.
Et je distribue également des produits dans le cadre des infrastructures de charge. Donc, je distribue une prise connectée pour la recharge à la maison. Donc, bon, c'est un petit point qu'on verra à la fin. C'est un secteur niche du secteur. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler fiscalité, prix. Donc, on va aborder le TCO, pas seulement le prix de la voiture, mais donc la globalité de l'usage du véhicule électrique comparé au thermique. Et puis, autonomie et recharge, puisque ce sont les deux sujets, je dirais, les plus visibles de l'usage de la voiture électrique. Il y a d'autres sujets, mais en 30 minutes de présentation, c'est déjà pas mal si j'arrive à vous faire passer quelques messages sur ces deux angles de l'électrification. Alors, je vais commencer par un état de l'électrification de la voiture électrique et des bornes de charge en France avant de parler coût fiscalité, pour voir un petit peu où on se situe actuellement et dans quelle dynamique on se trouve. Donc d'abord sur la partie véhicule, sur la partie haute du slide, vous voyez ici la progression du nombre de ventes de véhicules par an. Et ce qu'on voit, c'est que cette progression, elle augmente d'année en année. Il y a des paliers tous les 2 3 ans. On est en train de franchir un palier actuellement en 2026 avec un chiffre de vente qui devrait avoisiner 500 à 600 000 véhicules dans l'année. Là où sur les 3 années passées, on était sur un trend de environ 325 000 véhicules par an. Donc on franchit un nouveau cap là en 2026, sachant que, il faut aller atteindre pour respecter les ambitions européennes de neutralité carbone à l'horizon 2050, il faudrait atteindre un trend d'environ 1,5 million à 2 millions de véhicules par an dans les prochaines années. Donc avec 600 000, on n'y est pas encore, mais on commence à s'approcher. On fait presque un facteur 2 par rapport à l'an dernier. Donc c'est possible. Voilà, on est sur une trajectoire qu'on peut atteindre. Fin 2025, on avait une part du parc à 3,6%, donc taux du parc de véhicules électriques par rapport à la globalité du parc en France. Ce qui est pas encore très visible, parce que du coup, il y a des voitures sur le territoire, mais on les voit encore peu, parce que ça représente pas encore grand-chose, mais la tendance est bien là. Donc, on devrait quand même atteindre 10% dans les prochaines années. Là, ça va quand même se voir. Et sur les bornes de charge, mais la dynamique est exactement la même. Alors là, je parle des bornes de charge publiques, hein, c'est bien précisé ici dans l'encart, c'est public. Les bornes de charge privées suivent probablement la même dynamique, mais c'est pas ce que les pouvoirs publics regardent en premier, c'est la partie publique. Et sur les bornes de charge publiques, il faut savoir qu'il y a toujours un ratio équivalent entre nombre de bornes publiques et nombre de VE. Jusqu'en 2019, ce ratio était de 7 VE pour une borne publique. Depuis 2020, ce ratio est plutôt passé à 9 et il est stable. En Europe, il est plutôt à 10. Donc, ça veut dire que bah, voilà, plus on met des VE sur le territoire, plus il y a de bornes sur le territoire, et ça, cette dynamique est liée. Là où il y a un petit peu de changement ces derniers temps, c'est que le ratio de bornes rapides a considérablement évolué. Il était de 7% en 2021 et il est de 20% en 2025. Donc aujourd'hui, il faut savoir que sur le territoire français, vous avez plus de chances de tomber sur une station de charge rapide que sur une station essence. Donc, je dirais que le maillage est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à déployer, quoi. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie coût fiscalité. Là, je vous ai mis deux véhicules qui ont l'avantage d'être disponibles en thermique et en électrique, ce qui permet de se faire un avis objectif à ISO véhicule. C'est pas toujours le cas, mais au moins sur une C3, une Peugeot 3008, on a cette possibilité. On a sur des véhicules entrée de gamme un écart de prix qui peut être encore important entre l'essence et l'électrique. Donc là, sur cette version, on a 25% sur le prix public. Et sur une Peugeot 3008, on a plutôt un écart autour de 10-11%, ce qui est plutôt logique puisque, bon bref, c'est logique techniquement. Ça, c'est le prix public. Il faut savoir qu'ensuite, en fonction des bonus-malus, ça change la donne. Donc, typiquement, sur une C3 telle que je la présente, le prix auquel vous pouvez le toucher en tant que particulier, il va être en électrique inférieur à l'essence, puisque vous allez avoir un bonus qui va dépasser 4 000 euros. Et donc, on va pouvoir toucher la voiture moins chère qu'en essence. Et ensuite, je vous ai fait l'exemple ici d'un exercice pour les pros en LOA sur 3 ans.
et vous allez voir que vous pouvez voir directement tout de suite en bas le TCO annuel qui prend la globalité de l'usage. Vous avez un TCO qui va être environ de 20% en faveur de l'électrique. Donc si on décompose prix de la voiture, donc là j'ai pris une hybride rechargeable, parce que pour les pros, si on prend une hybride pas rechargeable, en termes de malus, on se fait vraiment aligner, et donc ça passe moins. Donc ce qui est encore le plus favorable, sans passer à l'électrique, c'est de prendre une hybride rechargeable. Donc vous avez un écart de prix qui est quand même en faveur de l'hybride rechargeable sur le prix net à 8%. Mais dès que vous passez à la proposition commerciale du vendeur, qui intègre le malus et qui intègre les remises, on a déjà un décalage de 13% entre la première ligne et la deuxième ligne. Donc là, on devient favorable à l'électrique. Et ensuite, quand vous passez à une formule location, donc LLD ou LOA, on devient encore plus favorable sur les loyers, donc c'est la troisième ligne. On gagne encore 13% parce que le prix de de la revente d'une voiture électrique va être beaucoup plus favorable dans 3 ans qu'une voiture hybride rechargeable. Et c'est pour ça qu'on retrouve encore un écart supplémentaire. Et ensuite, quand on passe à la partie usage, donc avec TCO, donc la première ligne de ce tableau du bas vous présente la partie hors carburant ou recharge, où on a du coup un écart entre l'électrique et la version, donc l'électrique à droite et la version hybride à gauche. On a un écart qui se réduit un petit peu par rapport au prix du leasing, donc qui est à 16% au lieu de 18%, parce que j'intègre les pneus, l'assurance, qui sont un peu moins favorables sur l'électrique, donc ça lisse un tout petit peu. Donc on a un peu plus de 2000 euros de bénéfices par an sur ce modèle sur l'électrique. Et si on regarde l'usage, donc sur la partie carburant recharge, on a un prix qui va être relativement fixe sur la partie thermique. Alors, pour cet exercice-là, j'ai fait un roulage 100% électrique. C'est vrai que sur un hybride, pardon, 100% thermique, sur un hybride rechargeable, vous pourriez faire un usage mixte entre électrique et thermique. Bon, là, j'ai fait le choix de faire 100% thermique parce que sur ces grosses voitures, c'est plutôt destiné à des gros rouleurs, donc l'usage pur électrique va être assez réduit. Donc on est sur un prix avec 2 euros du prix de l'essence à environ 3400 euros pour faire 30 000 km. Si on passe sur un électrique, c'est un prix qui va être extrêmement variable. Donc avec les chiffres que j'ai pris pour cet usage, donc avec les bornes que j'ai choisies à domicile et à l'entreprise, et des prix de l'énergie à domicile et en entreprise, je vais aboutir sur un prix comme celui-ci. Je rentre juste sur le... J'ai un petit calcul TCO, excusez-moi, petit bug d'affichage. J'ai un petit fichier qui fait ce calcul TCO qui vous montre que sur la colonne de gauche, vous avez l'hybride rechargeable avec le même prix que ce que je vous ai affiché tout à l'heure, qui est ici, et qui en gros n'a qu'une seule ligne, le prix le prix de l'essence et puis l'abattement de la TVA. Sur l'électrique, c'est plus complexe. Vous avez un prix de l'énergie qui n'est pas le même au bureau, à la maison et en itinérance, qui va générer des écarts de prix qui vont être singulièrement différents. Et puis vous avez également beaucoup de lignes à contrôler sur l'installation de bandes de charge et sur des services de gestion de bandes de charge, de maintenance, de supervision, pour pouvoir gérer toute la partie facturation quand c'est pas au bureau, et pour pouvoir aboutir à la fin, en gros, les 2400 euros de coût de l'électrique à l'usage, vous allez avoir environ 1000 euros de bornes de charge et de services associés une fois amortis, et le reste, les 1400 euros, qui vont être sur la partie énergétique. Donc, il faut avoir cet ordre de grandeur. Un gros 50% sur l'énergie, un petit 50% sur le coût de l'infrastructure, qu'elle soit au bureau, à la maison, et puis cette gestion-là. Donc, voilà comment on arrive à la fin à un prix d'environ 1000 euros en bénéfice de l'électrique par rapport au thermique sur le coût de l'énergie, mais un coût qui peut être extrêmement variable si vous faites les mauvais choix, si vous avez un mauvais installateur qui ne vous installe pas le bon produit, ou si vous vous chargez exclusivement sur station de charge rapide sur autoroute, et là vous vous faites clairement aligner sur le prix de l'énergie en fait. Donc voilà pour la partie TCO, on pourra y revenir si vous avez des questions un peu plus fines. Et pour finir ce premier bloc, je dirais non-usage, un point sur la fiscalité.
Euh, Sur la partie de gauche, donc fiscalité, puis sur la partie droite, j'ai mis réglementation et aide. Donc sur la fiscalité, ce qui est le plus important pour l'instant, c'est la partie malus. Pour les pros, ce qui est simple à retenir, c'est que il n'y a plus de bonus. Les véhicules électriques n'ont pas de malus, sauf s'ils ont un poids vraiment excessif, mais sur la majeure partie des véhicules, vous n'avez pas de malus poids. En revanche, sur les véhicules thermiques, même hybrides, et donc la 3008, même si c'est une hybride rechargeable, elle a un très fort malus de plusieurs milliers d'euros. Et donc c'est ça, je dirais, le premier inducteur de fiscalité aujourd'hui sur l'écart entre thermique et électrique. Le deuxième inducteur, qui n'est pas visible pour vous, mais qui est visible pour votre employé, donc c'est un sujet social, c'est l'avantage en nature. L'avantage en nature sur une 3008 hybride rechargeable, vous allez avoir un avantage en nature pour l'employé avec un ordre de grandeur de 500 euros par an. Donc ça va faire, pardon, 500 euros par mois, excusez-moi, ce qui va faire un ordre de grandeur de 6 000 euros par an d'avantage en nature. Et donc ça va avoir un impact sur son impôt sur le revenu qui va être très important, puisque si vous prenez l'équivalent en électrique, donc la 3008 électrique, vous allez plutôt avoir un avantage en nature de 150-200 euros par mois, donc 1 500-2 000 euros par an, et donc le coût sur l'impôt sur le revenu va être totalement différent. Donc ce sujet est vraiment majeur sur la partie sociale et vous devez le prendre en compte quand vous changez de véhicule, vos collaborateurs à partir de maintenant. Ce qui n'était pas le cas il y a 2 ou 3 ans. Donc ça a fortement changé récemment. Ensuite, il y a d'autres sujets qui sont un peu moins impactants, sauf pour les flottes. L'autre sujet, c'est la taxe sur l'affectation des véhicules de tourisme, qui est une taxe annuelle dont l'ordre de grandeur est de 100-150 euros par an pour les véhicules non électriques et de zéro pour les véhicules électriques. Ensuite, vous avez la taxe annuelle incitative qui concerne les flottes seulement. Donc, je vais expliquer un peu sur les flottes. Aujourd'hui, alors, normalement, les gens qui gèrent des flottes, ils savent, hein, parce que c'est pas, ça n'a pas démarré cette année. Mais aujourd'hui, en 2026, si vous avez une flotte de plus de 100 véhicules, vous devez avoir 18% au moins de véhicules à très faible émission. Il y a une coquille sur mon slide, j'ai écrit à faible émission et c'est pas la même chose. Très faible émission, en gros, il faut que ça soit électrique ou donc l'hybride rechargeable passe pas. Et si vous n'êtes pas au seuil en 2026, vous allez payer cette taxe annuelle incitative de 4 000 euros par véhicule manquant. Donc c'est très fort, il faut être dans les clous. Et chaque année, ce chiffre bouge. Donc 18% c'est cette année, c'était 15% l'année dernière. Et puis l'année prochaine, je n'ai pas en tête le seuil, il doit être de 21 ou 25%, j'ai plus en tête, mais ça bouge tous les ans. Sur les bandes de charge, il y a pas de pénalité, mais il y a une réglementation qui vous impose sur un parking existant à avoir un point de charge par tranche de 20 places de parking, et sur des parkings neufs à avoir 2 points de charge par tranche de 10. Voilà. En revanche, aujourd'hui, il n'y a pas de pénalité. Pour les aides à l'achat d'un véhicule neuf, donc il y a pas de bonus, comme je vous le disais, mais il y a des certificats d'économie d'énergie. Ces certificats, ils doivent être dealés avec des fournisseurs d'énergie. Donc c'est un sujet assez difficile à les mettre en place, mais ça se peut. Et ça se fait au moment de l'achat ou de la location. Et on peut aller chercher 300 à 500 euros de subvention par véhicule. Ou il y a un facteur 10 pour le véhicule utilitaire léger. Donc je ne vais pas rentrer dedans, mais là, il y a un vrai levier sur le véhicule utilitaire léger. Et enfin, sur les bornes de charge, donc il n'y a plus d'aide, ni sur comment ni à l'échelle nationale, ni à l'échelle régionale. En tout cas, pour la Normandie, il n'y a pas d'aide régionale. Sur les autres régions, je ne peux pas m'annoncer. Enfin, je ne peux pas me prononcer. On va maintenant passer à l'usage. Donc, on va aborder l'autonomie et la recharge. Pour commencer, un point très simple sur les grandeurs physiques, puisque on n'utilise pas les mêmes notions sur l'électrique. Euh, il y a deux notions. Il y a le kilowattheure, que je vous ai mis à droite, là, donc c'est des kilowatts par des heures. C'est un volume énergétique. Ça peut être comparé à des litres d'essence. Et puis en dessous, le kilowatt. Et le kilowatt, c'est une puissance. Donc là, la puissance, c'est soit la puissance pour utiliser votre voiture, donc la puissance moteur, soit la puissance de recharge. C'est la même notion. Voilà. Donc quand on se recharge, on parle en kilowatts. Et quand on utilise le moteur de Mégane, ça fait 96 kilowatts. Donc on utilise aussi des kilowatts. Et donc, à titre de comparaison, pour faire 20 km, on a besoin grosso modo d'un litre d'essence.
pour une voiture qui ferait 5 litres au 100, ça peut être plus, ça peut être moins. Et pour faire l'équivalent en électrique, c'est pareil, c'est une moyenne, il nous faut à peu près 3,6 kWh d'électricité. 3,6 kWh, ben, si vous chargez à 3,6 kW, il vous faut 1 heure pour charger 3,6 kW. Alors, ce slide, ça permet de voir l'état du parc de véhicules, enfin de l'offre disponible chez les concessionnaires aujourd'hui, de véhicules qui comparent le prix en fonction de l'autonomie. Donc vous avez en vertical l'échelle des prix des voitures, donc qui sont les prix concession, donc les prix annoncés et pas les prix négociés avec Malus, et l'autonomie. Et vous avez en gros trois blocs. Le bloc des véhicules entrée de gamme qui est inférieur à 400 km d'autonomie et qui va de 20 à 35 000 euros prix concession. Et puis à droite, en haut du spectre, vous avez les véhicules premium qui peuvent aller chercher aujourd'hui 800 km, voire un peu plus, qui sont des véhicules au-delà de 50 000 euros. Donc aujourd'hui, je dirais le meilleur ratio, il serait sur une Mercedes CLA, où vous pouvez aller chercher pour 54 000 euros 800 km d'autonomie. Et entre les deux, bah, vous avez le gros du pavé, donc c'est 80% de l'offre, entre 400 et 700 km d'autonomie, pour des prix qui vont entre 40 et 50 000 euros pour le prix de base de ces véhicules. Je ne parle pas des options. Côté autonomie, on commence à parler de véhicules avec 1000 km qui devraient être disponibles sous 2 ans. Je pense que ce n'est pas des fausses annonces, puisque on annonçait il y a 2 ans des véhicules à 800 km d'autonomie et on y est. Donc c'est sûr que ça va arriver. Donc c'est vrai qu'on gagne à peu près 100 km par an, c'est l'ordre de grandeur. Donc si vous attendez un an, bah, vous devriez, même tout le spectre se déplace un peu en pratique, hein. Voilà. Alors les prix bougent aussi, donc le prix baisse, l'autonomie monte et ce diagramme-là, il bouge régulièrement. Et donc, si je zoome sur un modèle, un véhicule, donc là, je prends l'exemple du Renault Scénic. Le Renault Scénic, il est disponible en deux versions de batterie, donc deux versions d'autonomie et deux versions de prix. Sur l'échelle du haut, je vous ai mis le modèle de base qui fait 60 kWh et qui est disponible à 40 000 euros. Ce modèle-là, il fait 430 km d'autonomie annoncée. Alors, l'autonomie annoncée, c'est ce qu'on appelle le WLTP. WLTP, je n'ai pas en tête l'acronyme, mais c'est le cycle officiel d'homologation. Même les véhicules thermiques utilisent aussi ce cycle-là. Et donc, il faut savoir que cette autonomie-là est une autonomie plutôt optimiste. Vous êtes capable d'y arriver, hein, sans problème en faisant je dirais, du périurbain par climat favorable ou de l'urbain par climat favorable, vous y arrivez. En revanche, c'est vrai que dès que le climat est moins bon ou dès que vous faites du périurbain à 90 ou 110 km/h, très vite ça chute. Et on est plutôt sur des moyennes d'autonomie qui sont entre 60 et 100% du WLTP. C'est la plage bleue, en fait. Et le pire cas du pire cas, moi j'estime qu'en moyenne, il est à 40% du WLTP. Donc c'est un chiffre que vous pouvez vous donner si vous achetez une voiture maintenant ou bon, voilà, dans les jours à venir. Vous prenez WLTP, vous faites 40% de ce WLTP. C'est ce qui vous arrivera probablement de pire, donc à savoir sur autoroute à 135 km/h, chargé, vent de face à 0 degré, quoi. Voilà. Et puis, un cas un peu intermédiaire, un cas, je dirais, autoroute sans aller chercher le 135 km/h par climat tempéré. Donc, si vous tirez pas trop dessus, vous allez faire un peu en dessous, donc je dirais entre 50 et 60% du WLTP. Et donc, sur un modèle long range, donc la grosse batterie, sur le Scénic avec l'option grosse batterie qui coûte 7 000 euros de plus, ben, vous pouvez aller chercher une autonomie de 200 km supérieure en WLTP et puis en pire cas aux alentours de 250 km. Et donc, si vous achetez un véhicule, au-delà de choisir la batterie, les thématiques qui favorisent l'autonomie, donc j'en ai parlé, il y a la batterie avec l'autonomie WLTP, mais il y a aussi le poids avec des différences très importantes entre des modèles. Donc, vous pouvez avoir pour des gammes équivalentes 20% d'écart de poids, et 20% d'écart de poids en ville, ça pèse pas beaucoup, mais à 130 km/h, ça pèse énormément. Voilà. De la même manière que le CX, donc le CX ou le SCX, c'est le coefficient de pénétration dans l'air. C'est pareil, c'est un impact majeur comme le poids. Donc si vous cumulez un poids important et un CX très mauvais,
par rapport à, bon, par exemple, une Tesla Model 3 qui est plutôt bien taillée en termes de poids et en termes de CX, bah, sur autoroute à 130 km/h par rapport à un Scénic ou par rapport à une 3008, bah, vous allez baisser de 30% la consommation, clairement. Donc ça a un impact vraiment très important. Et ensuite, ça a un impact également important, les prestations thermiques. Donc, je vous invite, pour des modèles sur lesquels vous allez beaucoup rouler, à prendre l'option pompe à chaleur si ce n'est pas disponible en base. Donc, la pompe à chaleur vous fait également, vous permet d'avoir une optimisation énergétique sur le chauffage et sur le froid, et prendre également les options de préchauffage ou de préconditionnement batterie. Ça permet d'activer le chauffage avant de rouler quand votre voiture est encore en charge, donc sans pomper sur la batterie pour chauffer l'habitacle. Et ça vous permet aussi de préchauffer la batterie avant d'aller faire de la charge haute puissance, parce que la charge haute puissance a besoin que la batterie soit à une température assez optimisée. Et donc, quand vous roulez par temps froid, c'est intéressant d'aller préchauffer la batterie avant d'aller charger. Ça, c'est une option, ou c'est disponible en base, mais enfin, en tout cas, faut vérifier. Et pour terminer, il y a les pneumatiques. Donc, quand la voiture est neuve, il n'y a pas de question à se poser parce que les pneus sont optimisés. Mais quand vous changez vos pneus, ce qui arrive plus souvent sur les véhicules électriques, bah, faut vérifier que les pneus que vous prenez sont des pneus, je dirais, adaptés à votre voiture. Alors, on va commencer à parler un peu de recharge. Il faut savoir que la distribution d'électricité se fait en alternatif, donc c'est ce qu'on appelle le courant AC, ce qui veut dire alternative current. Donc vos prises électriques à la maison, la distribution Enedis, la distribution RTE, tout se fait en AC, même dans le monde, hein, c'est pas qu'en France, c'est partout pareil. Il y a des exceptions, mais enfin bon, c'est majoritairement comme ça. Ça, c'est un choix, ça pourrait être en DC, mais enfin le monde s'est construit comme ça. Et les batteries ne peuvent stocker, là c'est la chimie, ne peuvent stocker aujourd'hui qu'en DC. Peut-être qu'un jour on fera des batteries AC, mais aujourd'hui ça n'existe pas. Que ce soit pour les smartphones ou les voitures, on stocke en DC. Et donc il faut convertir. Et pour convertir l'AC en DC, ce qui est, soit dit en passant, le nom d'un groupe de rock des années 90 qui avait justement cette signification de conversion de puissance. Donc c'est un petit clin d'œil à cet excellent groupe AC/DC. Pour convertir ça, donc on utilise des chargeurs. Sur les smartphones, un chargeur, ça fait 5 à 10 watts. Sur une voiture, quand vous embarquez le chargeur dans la voiture, donc c'est le petit, la petite image en bas à droite, la petite roulette jaune, c'est le chargeur, ça fait 7 à 22 kilowatts. Donc il y a un facteur 1000 entre le chargeur de smartphone et le chargeur de la voiture. Et donc, il y a une proportionnalité du poids et de la taille de ce chargeur dans la voiture. Donc, ça pèse quand même quelques kilos dans la voiture. Et donc, si on veut se charger encore plus fort au-delà de 20 kilowatts, ben, le chargeur ne rentre plus dans la voiture, il faut le mettre dans la borne. Et c'est pour ça qu'on fait de la charge d'essai. Donc, on met la partie charge, conversion de puissance dans la borne. Et là, on peut monter beaucoup plus fort en puissance. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des chargeurs d'essai. Et donc, les chargeurs d'essai, il distribue un courant DC sur la prise. Donc là, vous avez plus un courant AC, vous avez un courant DC. Et en charge AC, bah, le courant reste AC. Donc il n'y a pas de conversion dans la borne, c'est juste un transfert d'énergie AC avec un interrupteur entre les deux. Et c'est la voiture qui fait la conversion de puissance. Un point de vigilance sur les voitures d'entrée de gamme, il y a des véhicules qui ne sont pas capables de faire en base de la charge DC, c'est une option. Donc sur une Dacia Spring ou sur une Citroën C3, vous avez en base que de la charge AC. Si vous voulez faire la charge DC, il faut prendre l'option. Ça permet au constructeur de faire un peu d'économie sur les câbles électriques dans la voiture. Pour des véhicules qui sont plutôt destinés à faire, je dirais, des petits roulages locaux et dont l'objectif ou dont l'ambition n'est pas forcément de se charger sur autoroute. Et c'est pour ça qu'ils ne proposent pas en base la charge DC. Mais si vous souhaitez revendre derrière la voiture à un bon prix, c'est quand même un calcul à faire parce une voiture pardon, qui n'a pas la charge d'essai, ça peut être quand même une difficulté. Et donc, une borne AC, bah, écoutez, ça ressemble à ça. Voilà. Là, il y a une wallbox à gauche euh, qui est tout petit, hein, c'est ce qu'on met à la maison. Et puis, la même chose en voirie. Bon, il y a pas mal de vide dans ces bornes-là, hein, parce que ça ne fait pas de conversion de puissance, mais le but, c'est juste de la fixer au sol. Sur ces bornes-là, ça fait la même chose, ça distribue la même puissance. C'est pas plus puissant, c'est juste que ça permet de le positionner en voirie. Et puis, une borne qui fait de la conversion, c'est beaucoup plus gros. Ça, c'est une borne qui ferait 200 à 400 kilowatts.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc là, si je prends le cas d'une Mégane pour la version haut de gamme qui ferait 22 kilowatts en AC et 130 kilowatts en DC, si vous prenez la Mégane qui fait 130 kilowatts en DC et que vous la branchez à une borne qui fait 400 kilowatts DC, elle va pas charger à 400, elle va charger au mieux à 130 parce que c'est le moins 10 ans des deux. Et c'est la même chose pour l'AC. Du coup, et c'est d'ailleurs pareil quand vous chargez avec votre téléphone, si votre câble est défaillant ou si votre chargeur est défaillant, ça va limiter. Peut-être que ça vous arrive d'avoir la charge un peu lente et c'est un peu désagréable, mais c'est la même chose sur les voitures. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est le moins 10 ans toute la chaîne. Donc il faut vous familiariser avec l'aspect de votre véhicule, la charge, enfin, à quelle puissance de charge AC elle charge et à quelle puissance de charge DC elle charge. Et ensuite, quand vous vous chargez en itinérance ou même à la maison, bah, c'est de bien comprendre que c'est le moins 10 ans des deux qui va faire la vitesse de charge. Et donc, pour se charger, vous avez trois possibilités. On peut se charger, première ligne, à la maison sur des bornes AC, parce que c'est ce qu'il y a de moins cher, et bénéficier d'un prix de la recharge qui va tourner aux alentours de 4 euros des 100 km, donc 20 centimes du kilowattheure. Au bureau, c'est à peu près la même chose, parce que c'est le même genre de matériel qu'on met au bureau, avec des prix du kilowattheure qui vont être à peu près équivalents. Mais dès qu'on va se situer en itinérance, on va être sur des prix qui vont être, eux, beaucoup plus élevés, parce qu'en itinérance, bah, évidemment, il faut aller rentabiliser le prix des bornes de charge, même assez, hein, parce que ça coûte aussi de l'argent de mettre ça sur le territoire. Et, euh, et donc, il faut le rentabiliser. Donc là, j'ai mis un prix moyen à 10 euros, mais en fait, si vous faites que de la charge d'essai et si vous vérifiez pas trop que les prix sont intéressants, ça peut être bien au-delà. On peut monter à 20 euros des 100 km si on fait pas gaffe. Voilà. Euh, il me reste encore deux slides et puis après, on passera aux questions-réponses. Là, j'ai fait un focus sur la charge pro à domicile. L'objectif de la charge pro à domicile, bon, évidemment, c'est de charger, mais c'est surtout de pouvoir compter l'énergie pour faire des notes de frais et être refacturé et que ce ne soit pas l'employé qui paye l'énergie de l'usage professionnel. Donc, le standard pour faire ça, c'est le bloc de gauche, c'est de mettre une borne de charge intelligente au bureau, pardon, la même qu'au bureau, mais à la maison. Ça coûte un peu plus d'argent que de mettre une borne basique à la maison parce qu'il faut qu'elle soit connectée, il faut qu'elle fasse un comptage, ce qu'on appelle EMID, et il faut lui mettre un abonnement pour qu'elle transfère les sessions de charge qui sont dédiées à l'activité pro sur une base de données et qui permet de faire de la facturation. Donc ça, c'est le top, mais ça coûte un peu d'argent. Il y a d'autres solutions qui existent. Moi, justement, ce que je vous disais en début de webinaire, moi, je propose une prise domestique renforcée intelligente. Donc, elle est connectée et elle permet de faire la même chose que la borne ici à gauche, sauf que elle a une puissance très limitée. Et dans le cas, par exemple, d'un 3008, quand je faisais l'étude TCO en début de session, sur un 3008, on ne pourrait pas faire l'intégralité de la charge en une nuit sur un 3008 avec une très grosse batterie avec ce genre de prise. Donc, c'est pas adapté à tous les usages, mais ça permet d'aller chercher un prix d'installation qui est beaucoup plus faible. Il y a d'autres solutions qui existent. Là, bon, on est un peu pris par le temps, mais si vous êtes intéressé, on pourra aller voir toutes ces solutions. Il y a pas mal de choses qui existent. Il faut avoir en tête, voilà, qu'il n'y a pas que la borne à la maison, il y a aussi d'autres solutions qui permettent d'aller chercher des prix plus intéressants. Et puis pour terminer, je vous ai fait un slide sur le kit du rouleur. Donc si vous démarrez dans l'électromobilité, voilà, en plus de la voiture, ce qu'il faut aller prendre pour rouler. Déjà, il vous faut deux câbles. Euh, donc c'est sur la partie droite. Un câble de charge AC qui vous permet de brancher votre voiture à des bornes de charge AC, que ce soit à la maison, en itinérance ou au bureau. Et je vous invite aussi à avoir une prise domestique, enfin un câble de charge avec prise domestique, ce qui vous permet de vous charger à des endroits où il n'y a pas de borne, sur des prises, des prises qu'il y a dans des garages n'importe où, ce qui peuvent être des prises renforcées pour la recharge, mais pas que. On peut aussi se charger sur une prise, sur la prise de la salle de bain, si vous avez une rallonge qui va dans la salle de bain. Voilà. Et ensuite, sur, je dirais, la partie servicielle, je vous invite à avoir des badges, ce qu'on appelle de MSP. MSP, ça veut dire Mobility Service Provider. C'est l'équivalent du badge autoroute. C'est l'équivalent de l'abonnement free
il y a quelques années, ou de l'abonnement énergie mobile il y a quelques années sur les téléphones mobiles. Donc, c'est des gens qui n'ont pas d'infrastructure, mais qui ont des accords de roaming avec les gens qui ont l'infrastructure de charge, qui ont les bornes. Et avec ce genre de badge, vous pouvez vous charger partout. Il y a des accords de roaming qui, certaines fois, vous alignent un petit peu, mais la plupart du temps, c'est quand même pas inintéressant. Et ça permet surtout d'avoir un backup qui vous permet de vous charger partout. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces badges-là et c'est pas forcément payant. Donc, faut se documenter. Là, je vous ai mis deux exemples, mais il y en a plein. Le plus répandu en France, c'est ChargeMap. Donc, si vous en prenez qu'un, prenez ChargeMap. Euh, Ensuite, je vous invite à avoir des comptes chez les CPO. Alors, les CPO, c'est les opérateurs de points de charge. C'est ceux qui possèdent les bornes. Donc, CPO, ça veut dire Charge Point Operator. Donc, il y a Total, mais il y a aussi, je vous ai mis Allego, Ionity, Fastned, les syndicats d'énergie. Moi, dans le Calvados, il y a le SDEC, qui est le syndicat d'énergie du Calvados. Bon, bref, il y en a plusieurs centaines en France. C'est eux qui possèdent les bornes. Eux, ils ont des accords de roaming avec les MSP, mais ils proposent aussi des cartes. Donc, si vous prenez quelques cartes euh, des acteurs chez qui vous passez souvent, ça vous permet d'avoir les meilleurs prix. Ces badges sont souvent gratuits, mais vous permettent aussi, moyennant 10 ou 50 euros par an, d'avoir des prix préférentiels. Donc, ça peut valoir le coup si vous passez souvent chez eux. Une option, c'est d'avoir la carte bleue. Donc là, c'est pas forcément disponible pour tous les employés, mais au moins pour le patron, pour les indépendants. La carte bleue vous permet d'aller chercher le même prix que les badges des CPO. Donc c'est pas inintéressant. Après, il n'y a pas des TPE enfin des terminaux de paiement dans toutes les stations de charge. Donc là, ça, je dirais, ça dépend. Et pour finir, je vous invite à avoir les applications mobiles de tous vos opérateurs de mobilité que je vous ai cités au-dessus, ceux que vous fréquentez. Ça vous permet de récupérer les factures et d'avoir un peu d'infos, et c'est pas inintéressant, les infos sur les prix quand c'est pas affiché, etc. Et enfin, une appli mobile qui s'appelle ABRP. ABRP, ça veut dire A Better Route Planner. Et E-Better pour Route Planner, c'est un planificateur d'itinéraire dans lequel vous rentrez votre voiture, votre modèle de voiture, et vous lui dites, bah, aujourd'hui, je suis à 70% d'état de charge, je veux aller au Mans faire l'aller-retour, comment je fais, vers quelle station tu m'orientes sur mon parcours, et ça vous aide déjà à avoir les quelques stations sur votre parcours qui est à savoir si vous ne connaissez pas votre parcours. Donc c'est un bon outil et tous les gros rouleurs utilisent cet outil. Voilà, bah écoutez, je suis allé au bout. Merci pour votre écoute et puis on va passer au jeu des questions-réponses. Eh bien, écoutez, Franck a dû être exceptionnellement bon puisque vous n'avez pas de questions. Donc, si jamais ça vous revient, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Si le sujet de l'électrification vous intéresse, Normandie Énergie organise un événement le 9 septembre qui s'appelle le Virage de l'électrification, où on invite tous les professionnels qui ont soit des projets dans les tuyaux ou pas encore dans les tuyaux, qui se posent des questions, à venir nous rejoindre. C'est à Rouen. Suivez notre compte LinkedIn, hein. Les inscriptions partent bientôt. Le lien d'inscription sera bientôt en ligne. On aura Franck qui nous fera le plaisir de revenir sur la question des mobilités légères, mais on aura aussi tout ce qui est électrification des bâtiments qui peut aussi vous intéresser. On parlera pompe à chaleur notamment. L'originalité, c'est qu'on aura surtout des personnes qui sont déjà passées, qui ont déjà sauté le pas, des entreprises qui ont déjà sauté le pas, qui nous partageront leur retour d'expérience. Donc ça peut être aussi très intéressant. Donc comme convenu, on vous envoie un petit questionnaire de satisfaction. Et dedans, vous verrez, on a une question pour savoir si vous avez besoin de conseils. Et éventuellement, Franck se propose de vous faire un petit accompagnement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous en faire part ou de toute autre question dans ce questionnaire. Merci beaucoup, merci de nous avoir accompagnés pour ce premier Nscope. Merci Franck Merci. et à très bientôt, j'espère, pour nos autres événements. Bonne journée. Au revoir.